On va aller du côté de l'Ukraine. 379 drones et missiles russes abattus en une seule nuit. L'Ukraine sous un feu d'une intensité rare. Odessa a été particulièrement touchée la nuit dernière. Et ce soir, Volodymyr Zelensky réagit et parle de pourparlers. On va l'entendre. Merci Henri Guénaud, merci John Lowe d'avoir été parmi nous. Écoutons les mots de Volodymyr Zelensky ce soir. Le secrétaire du Conseil de défense, Roustem Umerov, a également indiqué qu'il avait proposé à la partie russe d'organiser une réunion la semaine prochaine. La dynamique de négociation doit être renforcée. Nous devons tout faire pour parvenir à un cessez-le-feu. Et la partie russe doit cesser de se dérober aux décisions. L'échange de prisonniers, le retour des enfants, la fin des tueries et une rencontre au niveau des dirigeants sont nécessaires pour que la paix dure vraiment. L'Ukraine est prête pour une telle rencontre. Marc Semo, à quoi vont ressembler ces pourparlers? Est-ce qu'il peut y avoir des pourparlers à l'heure actuelle? Pour le moment, tout est bloqué. La Russie, jusqu'ici, a une fin de non-recevoir pour parler. Steve Witkoff avait essayé, il avait même concédé, qui était donc l'émissaire de Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, il avait à peu près tout concédé ce que pouvait vouloir la Russie, et Poutine n'a pas daigné répondre. Poutine continue de rappeler que ça ne sert à rien des discussions tant qu'on ne va pas aux causes profondes réelles du conflit, c'est-à-dire l'extension de l'OTAN vers l'Est. Donc pour le moment, tout est bloqué. La Russie se sent en position de force. Il y a un quasi-ultimatum de Trump sur des sanctions beaucoup plus dures, mais sous 50 jours. 50 jours, ça fait beaucoup de temps, dans un été où effectivement Vladimir Poutine semble vouloir à tout prix grignoter sur le terrain et arriver au moins à prendre le contrôle total des 4 oblasts qu'il revendique. Sylvie Bermann, vous qui avez été dans les coulisses de la diplomatie, est-ce que dans le cadre de ces 50 jours imposés par Donald Trump, il y a cette fenêtre de tir pour Volodymyr Zelensky, et c'est pour ça qu'il en parle ce soir? Alors, c'est pas impossible, parce qu'en fait, quand la guerre a commencé en 2022, parallèlement, il y a eu pendant un mois ou deux des négociations. Donc c'est pas parce qu'il y a eu une guerre, et c'est pas parce qu'elle est particulièrement violente que ça empêche ces discussions. D'autant plus qu'au départ, c'était Poutine qui avait dit qu'il était possible de faire une 3e session de négociation. On a vu la Turquie, Sylvie Bermann, c'était un peu en attendant Godot. Hein. Non, pourquoi? Il y a eu une délégation en Turquie. Mais Poutine avait dit qu'il s'y rendrait potentiellement. Ah non, il n'a jamais dit ça. Il ne l'a pas dit clairement. Non. Dmitri Peskov avait dit que certainement Vladimir Poutine pourrait y aller. Il a proposé des rencontres, à aucun moment il n'a dit qu'il irait. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Là, on n'en sait rien. Peut-être qu'il dira non, mais peut-être qu'il dira oui aussi. Ça ne veut pas dire que ça changera beaucoup de choses, mais je pense que les pourparlers bilatéraux ne sont pas du tout impossibles. Maintenant, ce que Poutine a dit à Trump, c'est que effectivement, il n'était pas prêt à un cessez-le-feu, il n'était pas prêt. Il lui a peut-être demandé 50 jours. Je ne sais pas d'où on sort ces 50 jours, qui sont quand même un cadeau qui lui a été fait. Mais là, c'est de nature différente, parce que ce que dit Poutine aussi, ce qu'il veut, c'est pas un cessez-le-feu, c'est des éléments d'un accord de paix. Et les négociations portent là-dessus. Donc peut-être que ça n'aura pas lieu, mais je ne l'exclus pas. Nathalie Schrin, la voix ukrainienne sur ce plateau. Oui, moi j'ai du mal à croire évidemment tout ce que dit Poutine et là en l'occurrence c'est Volodymyr Zelensky qui le met sur la table. Oui, je pense que il faut montrer quand même sa bonne volonté, quoi. On est là à montrer que oui, c'est nous qui voulons la paix. C'est la Russie qui fait la guerre, et c'est nous qui voulons la paix. Et la paix pourrait être tout de suite signée si la Russie retournait dans ses frontières et arrêtait de bombarder l'Ukraine, qui, je le rappelle, est bombardée tous les soirs, toutes les nuits, la journée aussi. Mais moi, je me suis réveillée ce matin comme vous, là, avec des bombardements sur Odessa. Mon cousin qui m'a envoyé une photo de son fils avec son petit-fils dans les bras, dans le couloir. Et j'ai une vidéo où on entend les Shahed qui bombardent l'Ukraine. Et ça, pour l'instant, c'est pourparlers, c'est bien joli, mais quand ça va arriver, évidemment,
finalement, on fait un cadeau de 50 jours à Poutine, et en attendant, ce sont des Ukrainiens, des civils qui meurent. Ce ne sont pas des objectifs militaires, je le rappelle, c'est encore des civils. Et ça, c'est mon problème. Alors c'est 50 jours, mais il faut quand même bien que les téléspectateurs comprennent que le renseignement américain continue à parvenir pendant ces 50 jours aux Ukrainiens, et les armes aussi, des livraisons d'armes qui continuent à passer la frontière de la Pologne et l'Ukraine, des armes américaines. C'est au bout de 50 jours, pardon ? Il n'y a pas eu de nouveau budget sous Trump. Non, il n'y a pas eu de nouveau budget, mais il y en a tellement déjà à faire passer, puisqu'il y a eu quand même 60 milliards qui avaient été votés en avril 2024 par le Congrès. Donc ça fait beaucoup d'armes quand même à passer. Et par ailleurs, ces 50 jours, mais après ces 50 jours, Trump a dit qu'il allait prendre des sanctions très dures, des sanctions secondaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'Inde ou la Chine continuent à acheter du pétrole russe, ils n'auront plus, ni l'Inde ni la Chine, accès à la zone dollar. Alors la Chine peut-être dire moi je m'en moque, peut-être, elle a peut-être ces capacités-là. L'Inde, moins, parce que l'Inde a un programme de coopération technique, économique sur le nucléaire. Ils veulent faire comme nous des centrales de production d'électricité nucléaire. Ils ont un accord avec les Américains. Et évidemment, des sanctions contre l'Inde mettraient à mal cet accord. Et Modi est par ailleurs un ami personnel de Trump, le Premier ministre indien. Donc si effectivement Trump fait ce qu'il a annoncé qu'il ferait, c'est-à-dire que si Poutine n'accepte pas l'impact sur l'économie russe, qui est essentiellement pétrolière, pourrait être quand même très fort. Mais certains analystes disent qu'il faut l'ensemble des pays du G7 pour que ça ait un sens, qui se joignent à ces sanctions d'une certaine manière, parce que ce sont les 7 pays les plus industrialisés et qu'il y aurait un réel impact que de cette manière-là, Marc. Oui, mais il y a déjà une articulation avec les sanctions, le 18e paquet de sanctions qu'a voté l'Union européenne, qui sont les plus dures. Reste que malgré tout, les sanctions ont en effet limité sur l'économie russe, parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'économie russe, grâce à l'injection d'argent public, et cette économie de guerre fonctionne à plein régime. Le problème de la Russie aujourd'hui, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Le taux de chômage est à 2,2%. Il n'y a jamais autant d'argent qui a circulé. On est dans ce que l'opposant, économiste opposant qui aujourd'hui vit à Los Angeles, Ignatieff, je crois, appelait l'économie de la mort. C'est-à-dire ceux qui signent pour être volontaires pour aller sur le front, parce que ce n'est pas la mobilisation générale, reçoivent une prime de $15 000, $20 000, ça varie, plus ensuite un salaire mensuel de $2 000. Et quand ils meurent, c'est du $30 000, $40 000 qui va à la famille. Parfois, ils ne les reçoivent pas. Hein. Souvent, ils ne les reçoivent pas parce qu'on ne retrouve pas les corps. Mais il y a tout le village qui est en vie. Donc il y a aujourd'hui aussi une mutation dans la société russe qui fait que des secteurs qui jusque-là étaient totalement en périphérie, qui sont ceux d'où viennent la plupart des soldats sur le front, type la Bouriatie, type les trous perdus en Sibérie, etc., qui sont inondés d'argent public. Donc on est dans une espèce de situation économique où pour le moment ça tient, ça ne va pas durer très longtemps, il y a des faiblesses structurelles, mais pour le moment, ça tourne à plein régime, donc les sanctions n'auront pas un effet immédiat. Sylvie Berman, vous qui connaissez si bien la société russe, vous avez travaillé et voyagé dans toute la Russie. Est-ce que, clairement, ce que dit Marc Semo a du sens ? C'est-à-dire que la société continue de vivre d'une certaine manière, même s'il y a des pénuries. Il y a une forme de résilience chez les Russes qui inquiète beaucoup de puissances mondiales. Oui, et il y a très peu de pénuries. Non, il y a effectivement une résilience très forte. Maintenant, à Moscou, Saint-Pétersbourg et peut-être dans d'autres grandes villes, ils ne ressentent absolument pas ça. Mais dans les villes qui ont été citées par Marc Semo, effectivement, il y a maintenant des espaces de richesse avec une augmentation de la consommation grâce effectivement à cette économie de la mort. Alors il y a des difficultés en Russie et c'est reconnu par la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina. C'est très surprenant qu'elle le dise haut et fort. Oui, c'est tout à fait surprenant, même si elle a toujours été honnête, mais c'est vrai qu'au
Forum économique de Saint-Pétersbourg, il y a 1 mois et demi, il y avait eu des vraies discussions entre experts sur le sujet. Mais pour le moment, ce qui leur manque, effectivement, c'est la main-d'œuvre. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'ils demandent une main-d'œuvre à la Corée du Nord, parce qu'il y a déjà eu des chantiers sur lesquels travaillaient des Nord-Coréens. Mais il y a un autre aspect dans ces sanctions secondaires. D'abord, Trump a renoncé à ce que ce soit 500%, il est passé à 100%. Et même ça, comment vont réagir les Chinois qui ont refusé les premières augmentations de droits de douane lors de son jour de la libération. Et c'est pas lui qui a gagné. Et pour le moment, c'est quand même les Chinois. Donc, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Aurélien Duchesne. Oui, d'ailleurs, alors la Chine, par exemple, avait déjà, on avait vu commencer à fermer certains de ses ports à la flotte fantôme, à des navires de la flotte fantôme, qui permet à la Russie de contourner une grande partie des sanctions sur les hydrocarbures. Donc, on sait que la simple menace de sanctions secondaires peut avoir un effet aussi bien auprès des Indiens ou des Chinois. C'était notamment les dernières sanctions qui avaient été passées à la fin de la présidence Biden en coopération avec les Japonais et les Britanniques. Et c'est là où les Chinois commençaient à sentir un petit peu le feu. Mais la deuxième chose, si on en revient aussi tout simplement à cette économie de guerre, c'est que comme le soulignait encore quelqu'un dans le magazine de Bloomberg récemment, c'est qu'aujourd'hui, notamment le fonds souverain sur lequel les Russes se basent pour financer leur effort de guerre, si jamais le prix des hydrocarbures devait trop baisser ou si jamais les sanctions devaient faire leurs effets, ce fonds souverain il peut tenir 1 à 2 ans au rythme actuel, notamment parce que les Russes manquent de devises étrangères. La réalité, c'est qu'on arrive à un moment où même si l'économie de guerre russe tient encore à un horizon de 2 ou 3 ans, les ressources financières commencent à manquer. Et c'est là où il y a urgence à aller beaucoup plus loin sur les sanctions. Simplement 2 ou 3 ans de poursuite de la guerre pour les Ukrainiens. Nous, on n'a pas les moyens de ça. Non, nous, on n'a pas les moyens. Et puis absolument. Pour les Ukrainiens, c'est terrible. Ouais. Stratégiquement, je crois qu'en fait, il a raison, Zelensky, de proposer des pourparlers, parce que dans cette période des 50 jours, mais justement, il envoie un message aux Américains. Regardez, je suis celui je suis du côté de la paix. Moi, j'ai déjà accepté, d'ailleurs, il y a 3 mois, j'ai accepté le principe d'un cessez-le-feu de 30 jours. C'est les Russes qui l'ont refusé. Et ben moi, je propose à nouveau les pourparlers. Et en fait, Trump, c'est la seule chose dont il rêve. Parce que ce dont il rêve vraiment, c'est de faire la paix entre la Russie et l'Ukraine, précisément pour avoir le prix Nobel de la paix, parce qu'il en veut beaucoup à Obama, c'était dit lors de cette émission. Il veut prendre sa revanche sur Obama, qui s'était moqué de lui, etc. Et il trouve qu'Obama a eu le prix Nobel sans vraiment le mériter. Là-dessus, Trump n'a pas totalement tort, d'ailleurs. Et donc, lui, il voudrait vraiment faire la paix et pour ensuite dire, ben voilà, je mérite le prix Nobel de la paix. Et donc là, je pense que Zelensky a bien joué. C'est pas du tout sûr que Poutine va accepter, parce que Poutine, son rêve, ou son jugement, il estime, Poutine, qu'en fait, l'Ukraine va s'effondrer prochainement. Il fait une guerre d'usure. Il dit, on est 140 millions, ils sont 30 millions, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont partis d'Ukraine. Et bien finalement, on va bien finir par gagner. Que faut-il faire quand la Russie refuse la voie de la diplomatie et dit que l'Ukraine est une menace existentielle? Des frappes tous les jours, des morts tous les jours. Regardez ces images. Quand on voit ces images, Aurélien Duchesne, il y a une urgence, c'est protéger le ciel ukrainien. Oui, car on a vu par exemple que les attaques les plus massives depuis le début de la guerre se sont concentrées sur les dernières semaines. Vous aviez par exemple cette attaque de la nuit du 28 au 29 juin sur Kiev, sur la capitale, qui était non seulement la plus massive depuis le début de la guerre, mais on voit aussi une perfection dans le cynisme des attaques russes, avec un usage massif par exemple de drones leurres pour fragiliser la défense ukrainienne. Et le résultat en est que si on continue, nous, les Occidentaux, à ce rythme de livraison, je pense par exemple aux Français qui n'ont pas livré de missiles
pour des systèmes SAMPT depuis presque 1 an et demi. Je pense aussi aux Allemands, par exemple, qui ont des stocks assez limités pour la défense antiaérienne de l'Ukraine. Les systèmes SAMPT, qu'on appelle aussi Mamba, qui font le même, du même travail que les patriotes américains. Voilà, qui font de la défense, par exemple, antimissile, ce qui n'est pas le cas de tous les autres systèmes occidentaux en dehors des patriotes américains que vous avez cités. Le risque est qu'à terme, si on croise les courbes entre d'un côté les attaques de plus en plus massives de la part de la Russie et l'état de la défense aérienne des Ukrainiens, c'est qu'au bout d'un moment, les Ukrainiens aient leur défense saturée. Et si ça arrive, ce sont des centaines de morts tous les jours. Je rappelle une dernière chose, le nombre de morts civiles sur les 2 derniers mois de la guerre a explosé par rapport à 2024 et 2023. Non, juste un point là-dessus. Les patriotes, alors Donald Trump a promis des patriotes, alors ça va être des patriotes que vont donner les Allemands, les Suédois, un certain nombre d'Européens, on va en parler. Mais ils ne résolvent pas tout. Parce que ce que font aujourd'hui les Russes, c'est, il y a les missiles, en plus qui ne sont pas tous abattus par les patriotes, mais surtout, c'est les drones. Des attaques massives de drones pour saturer les défenses. Or là, vous êtes devant une équation économique absolument implacable. Un missile antimissile tiré par les patriotes ou par les Mamba, c'est $1 million, voire plus, voire 2. Les drones, c'est 20 000 euros. Donc, quand vous envoyez des dizaines et des dizaines, des centaines de drones, vous devez trouver des moyens de répondre à ces drones. Alors, les Ukrainiens, qui sont très inventifs, très en avance, qui maintenant font 40% de leur armement, ont fait des drones anti-drones. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas encore à répondre sur ce terrain, et on ne peut pas répondre, quand bien même on aurait suffisamment de patriotes, intégralement avec les patriotes à ce type d'attaque. Surtout que ces drones anti-drones sont des drones qui sont capables d'intercepter les drones classiques, je dirais, les drones qui vont à 200 km/h. Mais les Russes viennent de sortir un nouveau drone adapté du Shahed, mais vraiment tout à fait. Le Guéran, ils l'ont un Guéran, c'est comme géranium en fait, un géranium, voilà, qu'ils ont beaucoup amélioré et qui maintenant va à 700 km/h. Donc on n'a pas les Ukrainiens qui sont pourtant très avancés dans cette recherche, n'ont pas d'intercepteurs qui sont capables d'aller à 700 à l'heure, c'est-à-dire plus vite qu'un Spitfire. Quand vous savez, les Spitfire pendant la guerre en 1944 allaient déséquilibrer les V1 ou les V2 les V1 plutôt, qui allaient vers Londres, bombarder Londres en les tapant sur l'aile. Alors c'est pour ça que Volodymyr Zelensky continue tout de même, Marc Semo, de demander des patriotes. Écoutez. Je ne vais pas révéler aux Russes ou à qui que ce soit d'autre le nombre exact d'armes que nous transférons ou le moment où cela se produira. Mais ce que je dirais, c'est que les préparatifs sont en cours. Nous travaillons en étroite collaboration avec les Allemands sur le transfert des patriotes. Je n'ai donc pas une idée précise des chiffres, mais je sais que mon objectif est de fournir aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin pour se défendre. Il y aura donc beaucoup d'autres choses à suivre. Nous allons faire aussi vite que possible. Il y a beaucoup de coordination dans le travail. Mais comme je l'ai mentionné, nous sommes déjà dans la phase de préparation pour la première vague de livraison de patriotes. Alors cet homme, Aleksius Grynkevich, c'est le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, ce qu'on appelle le SACEUR. C'est donc un peu le chef américain des forces de l'OTAN qui représente l'OTAN. On a l'amiral Vendier qui est aux États-Unis, qui représente la transformation numérique également de l'OTAN. Et puis, vous avez ces mots tout de même. Il vient de remplacer le général Cavoli, qui était pro-Ukraine. Il l'a dit à la commission d'enquête au Sénat aux États-Unis. Mais là, on a tout de même un cran de plus. C'est-à-dire qu'on a un discours américain qui dit très clairement, devant les caméras du monde entier, eh bien, on va tout faire pour donner à l'Ukraine ce dont ils ont besoin. Oui, absolument, et c'est important, comme vous le soulignez, c'est un général américain, donc en réalité, le patron de l'OTAN, c'est le président américain. Donc là, c'est le porte-parole de Trump, puisque Trump a dit que ces patriotes seront livrés. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui va les livrer ? Et qui paye ? Et qui paye ? Ah ben, qui paye, il l'a dit très clairement, hein, c'est les Européens. Donc ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. La difficulté, c'est que les Américains eux-mêmes ne veulent pas se départir de leur propre système de patriotes, parce qu'ils n'en ont pas tant que cela. Et pour les États qu'ils donneraient, parce qu'eux donneraient à l'Ukraine, eh ben, ils seraient privés pendant un certain temps, probablement, des nouveaux patriotes américains qui, entre parenthèses, coûteraient plus cher que ce qu'ils vont donner à l'Ukraine. Alors, les mots de Trump, c'est de dire c'est l'OTAN qui va payer. Voilà, Trump a inventé un truc extraordinaire.
il va avoir la reconnaissance, il fait la guerre, il a le beurre et l'argent du beurre. Et il est même, alors je veux pas... Non, on va pas la... Et les sourires de la crémière, alors c'est pas les sourires de la crémière, c'est les sourires du secrétaire général de l'OTAN, qui lui dit, il l'appelle papa, du Danois, le Danois s'est fait un peu marcher dessus sur le Groenland, mais c'est pas grave, il achète quand même les F-35. Il a une façon de faire la guerre extraordinaire. Il enrichit les États-Unis, qui ont déjà été d'ailleurs une première fois enrichis par le fait que l'Union européenne n'achète plus le gaz russe pour faire marcher ses usines, mais du gaz liquéfié américain qui coûte à l'Europe 3 fois plus cher, mais qui font évidemment les bonnes affaires des sociétés américaines. Acheter davantage américain, mais tout de même, Aurélien Duchesne, on a appris récemment que les Américains avaient demandé d'arrêter la livraison des Patriotes à la Suisse non membre de l'OTAN, pour en fait les livrer à l'Allemagne et potentiellement les envoyer à l'Ukraine. Donc il y a tout de même une stratégie mise en place. Oui, les Allemands avaient parlé de Ringtausch au début de la guerre. C'était l'idée, par exemple, que vous, les Polonais, vous avez donné de vieux chars soviétiques, des Tvardi, à l'Ukraine, mais nous, les Allemands, on va accélérer des contrats de maintenance des chars Léopard 2. Les Américains suivent un peu la même logique. Même les Français, nous, on avait livré à l'Ukraine des canons César flambant neufs qui devaient être vendus au Maroc. Ensuite, on a perdu le marché parce qu'on n'était pas très bon en service client, on va dire. On a déjà suivi cette logique. Les Américains commencent à s'y mettre aussi. Quelque chose de très intéressant, enfin, c'est que Trump est en train d'utiliser quelque chose qui existe déjà au sein de l'OTAN, la NSPA, qui est l'agence d'acquisition, un peu un équivalent, on va dire, pas de la DGA, mais presque en France, pour faire de l'OTAN une centrale d'achat. Ça veut dire que là, ce qu'on a vu avec les patriotes suisses, ce serait répété à beaucoup plus grande échelle, que demain, les Allemands pourraient financer, par exemple, des acquisitions massives de missiles américains que nous, on n'est pas capable de produire. Et tout ça, ça se ferait à chaque fois aux frais du contribuable européen. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Emmanuel Macron refuse que la France, pour l'instant, rejoigne ce genre de schéma. Et vous voyez, le général Yakovlev que je recevais en plateau me disait, mais moi ça me choque pas qu'on continue d'acheter américain, parce que à l'heure actuelle on n'a pas le choix. Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut acheter sur les stagiaires. L'exemple typique, ça avait été la Pologne, qui avait musclé son armée, qui est aujourd'hui une des plus grosses armées de terre, qui a dû acheter à la Corée du Sud. À la Corée du Sud, 1000 chars, parce qu'il n'y avait rien de prêt, de disponible au niveau européen. On peut toujours aller plus loin, Margot, dans la soumission aux Américains. Il faut dire que les Danois ont fait très très fort, là, avec, en disant mais non, mais vous pouvez nous marcher dessus sur l'écran, on vous achètera quand même vos F-35. Alors, les Suisses ont été un peu punis, là, parce que les Suisses, ils ont fait un peu de comptabilité, oui, ils ont regardé, et ils ont vu que les Américains avaient augmenté de 20% la facture des F-35 qui n'avaient pas respecté le contrat. Vous savez, des contrats, on ne vend pas des F-35, c'est un appareil qui vaut 100 millions de pièces, on ne les vend pas comme ça sans contrat. C'est quand même des contrats assez épais. Eh bien, les Suisses se sont aperçus que les Américains, avec un peu de désinvolture, avaient augmenté la facture. On dit, mais non, c'est pas dans le contrat, ça. Ah bah, tant pis, c'est comme ça. Ah bah, Lockheed Martin est une entreprise privée. Hein, voilà. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur prix. Oui, alors, en fait, vous savez, c'est une entreprise privée, mais ce qui s'est passé, c'est que quand Biden était allé en Suisse voir Poutine, vous vous souvenez, c'était en juin 2021, vous vous souvenez. Alors après, il y a eu un entretien qui a duré 10 minutes entre le président de la Confédération suisse et le président Biden, en tête à tête. Et là, parce que l'armée de l'air suisse avait décidé d'acheter des Rafales. Et là, elle a dit, et lui, il le dit, attendez, je vais vous apprendre la vie, quoi. Vous avez des banques, vous, les Suisses, aux États-Unis, non? Vous avez des banques. Mais pourquoi est-ce que alors vous achetez l'avion français, pas l'avion américain? C'était réglé. 10 minutes après, la Suisse décidait contre l'avis de son état-major, mais ça va peut-être être mis en cause par le peuple, parce qu'il y a une démocratie en Suisse, contre l'avis de son état-major, la Suisse décidait d'acheter le F-35. Sylvie Bermann. Oui, mais si on veut avoir un minimum d'autonomie à l'avenir, ça ne peut pas être que du matériel américain, pour lequel, d'ailleurs, il faut l'autorisation des Américains pour l'utiliser. Il y a une licence. Non, mais absolument. Il y a des Rafales qui sont d'excellents avions, n'est-ce pas, Renaud ? Et il faudrait que les Européens commencent un petit peu à acheter européens et pas seulement américains.
Aujourd'hui, il peut y avoir urgence, mais si vous achetez, si c'est des missiles, ça ne dure pas très longtemps, donc c'est pas grave, vous pourrez les renouveler après. Mais si c'est des systèmes d'armes, c'est pour des années, voire une décennie. Et Aurélien Duchesne, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure de ces fameux SAMP-T, ces fameux systèmes Mamba. Emmanuel Macron en a parlé directement avec Volodymyr Zelensky il y a à peine 2 jours. Mais la réalité, c'est que nous en avons 8. 8 qui servent par exemple à protéger rien de moins que nos bases aériennes à vocation nucléaire. Quand on voit ce qui est arrivé aux Russes avec leurs propres bombardiers stratégiques attaqués par des drones ukrainiens depuis un camion, on comprend qu'il est plutôt important de protéger ce genre d'infrastructures critiques. Ensuite, quand on parle de ces systèmes-là, on est en train de réduire leur durée de production de 40 à 18 mois. Donc ça veut dire que si maintenant on passait une commande pour livrer des batteries supplémentaires aux Ukrainiens ou accessoirement à nos propres forces, il serait temps d'y penser, ça voudrait dire qu'on ne les a pas avant 2027 ou 2028. Et enfin, la production des missiles Aster. Les fameux missiles Aster qui coûtent 800 000 €, coût unitaire, avec lesquels on a sauvé nos marins dans la mer Rouge en abattant des drones de Houthis à 20 000 $. Là aussi, c'est un rythme de production qu'on a largement réduit. On a réduit les coûts unitaires, sauf que pour remonter en puissance, eh bien, il faudrait qu'on ait un marché en face. Et si, par sentiment d'urgence tout à fait justifiable, on commence à acheter massivement aux Américains, mais on n'aura pas de marché pour commander plus d'Aster. C'est-à-dire qu'à court terme, on peut se dire, OK, on va acheter sur étagère, comme on dit, aux Américains et sauver les Ukrainiens d'un massacre toutes les nuits. Sauf qu'on ne sera pas solvable économiquement pour fabriquer notre propre indépendance demain, aussi bien dans la défense aérienne que dans d'autres domaines. Il peut faire très mal aux Russes, très mal aux Russes, Margot. C'est ce qu'ont annoncé les Américains et les Ukrainiens, c'est qu'ils vont lancer ensemble une coopération dans la fabrication des drones. Alors si vous avez déjà l'intelligence, la débrouillardise des Ukrainiens, on le fait. Ça a été annoncé. Tout à fait. Mais si vous avez la technologie américaine et la puissance de l'industrie militaire américaine, parce que le complexe militaro-industriel américain, c'est pas rien, si vous voulez. Et s'ils se mettent ensemble à faire des drones, là, les Russes le sentiront très sévèrement. Et ça peut être très rapide aussi. Nathalie Schramm, vous y croyez à cette coordination entre Américains et Ukrainiens ? Entre Américains et Ukrainiens, oui, forcément, il y a des choses qui se passent, mais entre Européens et Ukrainiens aussi. Il y a des programmes pour la reconstruction, il y a des programmes pour les drones, il y a plein de choses qui se passent. Il y a beaucoup de liens qui sont faits parce qu'on a des très bons ingénieurs. Il y a on a tous les enfants qui sont là, etc. Ça va donner une puissance de cohésion entre la France et l'Ukraine et partout dans l'Europe. Il faut pas oublier que les Ukrainiens, du coup, ils sont partis d'Ukraine, donc ils se sont implantés un peu partout, et donc ils sont dans les écoles de toute l'Europe. Ça va créer des liens indéflectible. Donc je pense que à terme, c'est une chance énorme pour l'Europe que l'Ukraine soit et reste européenne, parce qu'elle est non seulement riche en ressources, riche en ressources humaines, et elle a cette capacité à se réinventer qui peut-être manque un petit peu plus à l'Europe aujourd'hui. Donc je pense que l'Ukraine est vraiment un espoir extrêmement important pour l'Europe.